Bonsoir Jean-Luc Mélenchon, merci d'être notre invité ce soir. Bonsoir. Vous êtes député La France Insoumise des Bouches-du-Rhône, président du groupe des Insoumis à l'Assemblée nationale. Vous n'étiez pas à Versailles cet après-midi, vous êtes sur ce plateau ce soir. Oui. Voilà, on va donc en quelque sorte réécouter et entendre vos réactions au discours du président de la République. Avant de rentrer là-dedans, juste un petit mot, parce que vous avez refusé son invitation à déjeuner aussi. Hein. Oui. Avant de refuser l'invitation, en tout cas à écouter le discours, vous avez refusé son invitation à déjeuner. Vous lui avez dit « J'ai bien reçu votre invitation, je vous en remercie, mais comme pour le congrès que vous réunissez ce même jour, je ne serai pas présent, étant retenu par des activités hostiles à votre gouvernement. » D'ailleurs, c'est la première fois qu'on me prie de bien vouloir venir à un déjeuner. En général, on m'invite à y participer. Aucune forme de pratique monarchique ne nous agrée. Oui. Est-ce qu'il vous a répondu? Ah, ça vous regarde pas. Parce que Bon, ça commence pas bien, hein, cette interview. Non, Quand même. d'accord, Si. mais enfin, il faut respecter. Non, mais je vais vous dire pourquoi. Il m'a répondu de manière manuscrite. Donc je considère que c'est un message personnel. Donc dire ce qu'il y a dans ce message ne m'appartient pas. Vous lui poserez la question à lui et il vous dira ce qu'il m'a répondu. C'était gentil, c'était méchant, c'était drôle? C'est toujours drôle. Franchement, tout ça n'est pas... Quand je refuse sur ce ton une invitation, d'abord je commence par le remercier de m'avoir invité. Hein. Moi je suis pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche, ça me fait toujours quelque chose d'être invité par le président de mon pays. Mais je lui réponds sur un mode politique. Je suis pas le seul d'ailleurs à pas avoir été à ce repas, les Républicains non plus. On dit écoutez, vous exagérez quoi. Déjà, vous prétendez nous clouer sur notre chaise 1h30 à vous écouter sans pouvoir rien dire. Et en plus, il faudrait qu'on vienne vous servir de faire valoir le... Donc il vous a répondu de façon drôle. Il vous a répondu de façon drôle. Non, je l'ai senti agacé. Mais moi, j'ai écrit la lettre avec le sourire aux lèvres. Bon, parce que quand je dis je suis occupé à la même heure par des activités hostiles à votre gouvernement, franchement, quand vous écrivez ça, vous-même, vous souriez, ça vous fait cet effet. Après, la réunion même le congrès de Versailles, qu'on se comprenne bien, on peut admettre, c'est pas ma constitution, mais j'admets qu'on puisse imaginer un contact entre le président de la République et les assemblées, les deux, elles sont là toutes les deux. Admettons, pourquoi pas, une grande circonstance nationale, la France entre en guerre, ou bien, comme on l'a vu une fois, un attentat épouvantable qui secoue tout le monde. Bon, alors à ce moment-là, il y a un besoin le président vient et porte la parole de la patrie, en quelque sorte. Bon, ou que sais-je encore, hein. Mais là, non, il a décidé que tous les ans, on était prié de venir, de l'écouter sagement. On n'est même pas par groupe politique. C'est même pas politique. On est transformé en individu. Donc moi, je suis censé m'asseoir à côté de Madame Ménard. Vous imaginez la partie politique. C'est toujours comme ça. La réunion du Congrès ont toujours été comme ça. Justement, donc on fait attention à ce que ça ne prenne pas une tournure que ça ne doit pas avoir. Donc cette idée de nous convoquer tous les ans, bah non. Alors là, apparemment, il a accepté un de nos amendements. Mais le pauvret, il a encore dit très mal la chose. Il dit « Je présente un amendement ». Mais non, président. Le président de la République ne présente pas d'amendement. Non, il a dit qu'il demandait au Premier ministre de le faire. Et donc, oui, voilà. Mais attendez, soyons clairs bravo. pour les... Bravo, c'est encore mieux. Il demande au Premier ministre de faire un amendement pour lui. Le Premier ministre va amender son propre texte. Vous me direz, ils le font continuellement. Non mais attendez, disons-le à ceux qui nous écoutent, apprendront ça au moins. Le gouvernement dépose des textes et à intervalles réguliers, il l'amende lui-même. Jean-Luc Mélenchon, on va être clair pour les spectateurs. Hein. D'abord, on va revenir sur ce changement, mais d'abord, je voudrais que vous l'écoutiez lorsqu'il a commencé ce discours. Ça sera jamais que la deuxième fois. Non, mais donc du coup, vous l'avez écouté, vous avez tweeté tout l'après-midi. Hein, mais oui, mais bon. Je n'ai pas dit que je ne voulais pas l'entendre, j'ai dit que je ne voulais pas de cette circonstance-là où il parle, il s'en va et nous on est là et on écoute les discours de nos amis. Ça ne sera plus qu'à l'année prochaine, on va y revenir dans un instant, mais d'abord, vous l'avez traité de monarque présidentiel absolu. Écoutez la façon dont il se présente en début de discours. Il y a une chose que tout président de la République sait. Il sait qu'il ne peut pas tout, il sait qu'il ne réussira pas tout. Et je vous le confirme, je sais que je ne peux pas tout, je sais que je ne réussis pas tout. Mais mon devoir est de ne jamais m'y résoudre et de mener inlassablement ce combat. Tout président de la République connaît le doute, bien sûr. Et je ne fais pas exception à la règle. Mais j'ai le devoir de ne pas laisser le doute détourner ma pensée et ma volonté. C'est une fonction qui, si l'on est réaliste, porte à l'humilité, ô combien. Mais à l'humilité pour soi, pas à l'humilité pour la France. C'est pas très monarque absolu, ça. C'est une forme de mea culpa. Je cite Anne Rosencher, ma consoeur de l'Express, elle a dit « Jupiter est revenu sur Terre ».
Mais pas du tout. C'est une introïte absolument narcissique. Moi, je n'ai pas de doute, mais si j'en ai, comme tout... Mais on s'en fiche. S'il veut faire une séance de psy, il le fait à l'endroit où c'est prévu. S'il veut faire un meeting politique, il le fait à l'endroit où c'est prévu. On ne convoque pas les élus des deux assemblées pour s'entendre dire ce que tout le monde sait, que toute œuvre humaine est imparfaite. Oui, mais vous le traitez, vous, comme bien d'autres, et peut-être c'est juste en partie, oui. La preuve, c'est qu'il y répond, d'arrogance, de manque d'empathie. Bon, là, il dit, j'ai entendu. Empathie, c'est un brave homme, j'en suis sûr. C'est pas le sujet. Pas pour les pauvres. Bon, tout ce qui est le commun des mortels, ça l'intéresse pas. Ça, c'est clair. Quand il dit dans la gare, il y a ceux qui réussissent, ceux qui sont rien, ça, c'est signé Furax, on comprend à quelle classe sociale on a affaire. Non, mais ce qu'il faut voir, c'est pas le ton, c'est ce qu'il fait, pas ce qu'il dit. Parce que justement, tout le discours, faut pas s'occuper de ce qu'il dit, faut voir ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous convoque là, et puis, juste après, il y a une réforme constitutionnelle où on va diminuer le nombre de parlementaires. On va être le dernier pays d'Europe et d'Eurasie pour le nombre de parlementaires. Il va diminuer le droit d'amendement. Il va introduire une dose de proportionnel pour faire semblant de donner la parole à tout le monde, qui ne correspondra à rien. C'est M. Bayrou lui-même qui l'a dit. Non, mais M. Bayrou a dit, en dessous de 25%, ça n'a pas de sens. Bon, et il a raison. Mathématiquement, c'est comme ça. Il est en train de renforcer le caractère de la monarchie présidentielle. Je pense que s'il y a un point sur lequel tout le monde est d'accord, c'est pour dire qu'en France, c'est plutôt une monarchie présidentielle. Il va le durcir. Et donc, nous l'avons qualifié d'égocrate. C'est-à-dire quelqu'un qui pense que c'est à partir de lui que le pouvoir se construit. C'est exactement ce qu'il vient de faire là. Alors, je doute, mais je doute pas, et ainsi de suite. Il répond aux critiques sur sa personne. Oui. Et puis, effectivement, il dit que l'année prochaine, il demande que qu'un amendement soit présenté dans la réforme constitutionnelle pour que l'an prochain, il puisse faire son discours devant le Congrès, mais ensuite rester et répondre aux parlementaires. Parfait. Ben écoutez, c'est exactement ce qui s'est passé au Parlement européen. Il a été interpellé d'une manière qui était parfois un peu rude, y compris par le député insoumis Younous Omarjee. Bon, bah, il a dit ce qu'il avait à dire. Donc vous êtes content. Donc ça, attendez, on a déposé un amendement pour demander ça. Et on l'obtient, donc ça prouve que ça valait la peine de boycotter. Et donc vous serez là l'année prochaine. L'année prochaine est un autre jour. Non, mais vous serez là l'année prochaine. Nous verrons, madame, où nous en serons et s'il est encore là l'année prochaine, et ainsi de suite. Mais bon, écoutez, supposez... À part le sort que Dieu nous réserve ou que le destin nous réserve... Disons les circonstances, on va dire, disons les circonstances, voilà. Si vous voulez. Non, mais en tout cas, a priori... Supposez qu'ils se prennent une bâche électorale terrifiante aux européennes. Quelque chose de vraiment terrible, quoi. Alors à ce moment-là, je pense que par dignité, il dirait bon bah on n'est plus d'accord. Moi je suis tellement moi, je veux pas changer. Vous m'avez sanctionné. Au revoir. Ça c'est connu ça. Oui. De Gaulle est parti quand il a eu un référendum. Sur un référendum. Là, ce sera une élection européenne. Vous pensez qu'il devrait partir? Cette élection européenne, il devrait partir s'il n'est pas premier. Et tout le monde sait que c'est un référendum. Encore aujourd'hui, il nous a fait un grand truc sur l'Europe. D'accord? Il s'identifie à une vision de l'Europe que je trouve d'ailleurs complètement dépassée. Mais il s'identifie à ça. Supposez qu'il ait un score misérable. Ça peut arriver, hein, ça arrive à tout le monde. Ça va arriver à d'autres d'ailleurs. Hein. Peut-être à moi, qui sait. Eh bien, peut-être qu'il dirait, bah, écoutez, moi je lâche prise, salut, au revoir, débrouillez-vous sans moi. Vous croyez que c'est le genre? Eh ben, en tout cas, dans une démocratie, c'est quand même souvent comme ça qu'on fait. Hein. C'est-à-dire, quand le peuple vote d'une manière, en général, hein, les dirigeants disent, bon, bah, d'accord. En tout cas, donc, mais vous savez ce qu'il y a de nouveau. S'il perd les européennes, vous dites qu'il devra partir. Ouais, écoutez, je vais vous dire une chose. Oui, c'est important quand même, c'est important. Hein. Oui, bien sûr que c'est important. Donc, il devra partir s'il perd les européennes. Non, ce qui est important, ce que je veux dire à ceux qui nous entendent, c'est que si vous lui faites perdre les européennes, vous avez une chance qu'il parte. Et comme cet homme-là, décidément, nous coûte un maximum, aux gens normaux, hein, aux gens qui ont que la sécu, qui ont que leur travail pour vivre, etc., le plus vite tout ça se finit, le mieux on se porte. Ouais. Mais dans les formes démocratiques, évidemment. Oui, parce que c'est pas du tout prévu dans la Constitution, on est bien d'accord, et ce serait un vrai... totalement inédit. Il n'était pas prévu que le général de Gaulle s'en aille. Mais attendez, sur un pour qualifier un peu son discours d'aujourd'hui, il y a quelque chose de nouveau, il y a un nouveau Macron qui est apparu, un peu style Hollande. C'est-à-dire, il n'assume plus.
Autrefois, il assumait. C'était la qualité qu'on pouvait leur connaître. Vous tracez un truc, pouf, c'est comme ça parce que j'y crois. Là, il assume plus. Il biaise, il tortille. Alors il dit quoi? Vous dites je suis le président des riches parce que j'ai supprimé l'ISF, mais pas du tout. C'est pour les entreprises. Menteur. L'ISF, c'est un impôt personnel sur la fortune personnelle. Les sociétés, c'est l'impôt sur la société. On a baissé les impôts sur la société, il l'a fait, ce qui est une erreur à mon avis. Mais l'impôt sur la fortune, c'est un impôt personnel. Il confond la richesse, qui est personnelle, et le capital, qui est un rapport social. Et des exemples comme ça, je peux vous en donner 4 ou 5. Il assume plus. Il dit sur les pensions de réversion. Il dit, ah mais non, pas du tout, c'est une rumeur. Mon œil, c'est ses propres ministres qui l'ont dit. Et puis après, il dit, pour les retraites d'aujourd'hui. Ah, monsieur, mais tout le monde il dit a compris. rien ne changera pour les retraités d'aujourd'hui. Bah oui, ça, donc... il était au courant, les retraités d'aujourd'hui, qu'on ne peut pas changer leur retraite. Mais par contre, ça veut dire que toutes les pensions de reversion des femmes qui auront le malheur de perdre leur compagnon, parce que pour l'essentiel, 87%, c'est les femmes qui ont les pensions de reversion. L'année prochaine ou l'année d'après, terminé, il n'y a plus de... C'est pas l'année prochaine, ce sera après la réforme. Après la réforme qui sera discutée pendant des mois. Non, donc, non, mais vous n'y êtes pas, vous n'avez pas suivi son calendrier. Il dit qu'il a fini en décembre avec cette histoire de retraite. Bon, à mon avis, il n'est pas prêt d'en finir. Parce que ça va être pour lui le plus grand choc de son mandat. Parce que là, on est sur la retraite, c'est l'os dur, du symbole du système français de solidarité. Vous comptez en faire votre cheval de bataille de l'année prochaine? Pas que le mien, parce que c'est les syndicats, là, je pense qu'il y a des tas de divergences qui vont s'éteindre. Mais vous m'entendez, pourquoi cet homme a changé de ton? Pourquoi maintenant, il n'assume plus ce qu'il fait? Pourquoi il ne dit pas, comme il disait au début, ah ben si on donne des sous aux riches, ils vont investir? Pourquoi il le fait? Quand, à un moment donné, il dit, c'est l'investissement en France qui compte, etc. Comment explique-t-il que cette année, où il vient de leur faire cadeau de presque 10 milliards, l'investissement baisse? Donc ça prouve bien que c'est moi qui avais raison. La théorie du ruissellement, c'est-à-dire, je donne beaucoup à manger aux riches, comme ça ils tombent des miettes de la table et de la bouche. Eh bien, ça ne fonctionne pas. Donc c'est un échec, sa politique. Il a dit, pour se distribuer les parts du gâteau, il faut d'abord qu'il y ait un gâteau. Et donc, je fais une politique pour l'entreprise, d'investissement pour l'entreprise. Ça, il n'en a pas, démordu. Il n'a pas changé son axe. Oui. En revanche, sur le social... Attendez, vous venez de dire une phrase très importante. Donc, pour partager le gâteau, il faut qu'il y ait un gâteau. Il n'y a pas de gâteau en ce moment? Ben, bien sûr que si. La France produit plus qu'elle n'a jamais produit. Elle a des richesses plus qu'elle n'en a jamais eu. Et 10% de gens se partagent plus de la moitié de tout ce qui est produit. Donc il y a un gâteau et certains s'empiffrent. Et les autres n'ont rien. Donc quand il prononce cette phrase, et vous avez raison de la rappeler, il recommence un mensonge et un faux semblant. Donc il assume. Donc là, il assume. Ben non, il répète ce qu'il disait. Il aurait dû dire, non mais pardon, Hôtel Krief, il aurait dû dire, bah écoutez, c'est normal, dans la vie, il y en a qui peuvent plus que d'autres, comme il faisait à un moment donné. Il disait, dans les gares, il y a les gens qui ont réussi et les autres qui sont rien. Là, il aurait pu dire, bah écoutez, ceux qui produisent, faut qu'on les chouchoute. Non, il raconte une histoire de gâteau qu'il faudrait d'abord produire, alors que les gens qui travaillent se tuent au travail. Donc, il enfume, si vous voulez. C'est pour ça que je dis, c'est le style Hollande. Vous savez, c'est ses paroles à la sortie, on ne sait plus ce qu'il avait dit, mais il avait enfumé tout le monde. Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'il y a un tournant aussi un peu social? Je m'explique. Il a effectivement, il a fait une forme d'autocritique sur sa personne. Vous vous dites mais non, on s'en fiche, c'est la psychanalyse, ça m'intéresse pas. Mais enfin quand même, il a dit quelque chose là-dessus. Et puis il a voulu montrer qu'il entendait les critiques sur le président des riches. Et on va l'écouter. Il répond. Il dit c'est pas ça qui m'intéresse, c'est pas faire réussir un petit groupe. C'est tout le monde. Ce n'est pas un projet pour la réussite matérielle de quelques-uns auquel je crois. C'est un projet pour l'amélioration de la vie de tous. Car ce n'est pas le petit nombre qui m'importe, mais la communauté de nos concitoyens, de la base au sommet de l'échelle sociale. Le modèle français de notre siècle, le réel modèle social de notre pays, doit choisir de s'attaquer aux racines profondes des inégalités de destin, celles qui sont décidées avant même notre naissance, qui favorisent insidieusement les uns et défavorisent inexorablement les autres. À mes yeux, le cœur même d'une politique sociale, celle que nous devons porter, n'est pas d'aider les gens à vivre mieux la condition dans laquelle ils sont nés et destinés à rester, mais d'en sortir. Le pilier premier de la politique sociale à laquelle je crois est une politique de l'émancipation de chacun. Aller à la source de l'inégalité des destins, l'émancipation de chacun, ne pas aider
ceux qui sont dans la situation de pauvreté à rester dans la pauvreté, mais à en sortir. Je pense que vous ne pouvez pas dire que c'est vous aussi, vous voulez aller à la source des inégalités de destin. Non mais attendez, c'est honteux ce qu'il fait. Il distingue, parce qu'il y a une phrase là, je ne sais pas si on l'a bien entendu, il dit c'est pas une affaire d'inégalité de revenus le problème, c'est une inégalité de destin. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a une différence entre les revenus et le destin, d'accord? Donc quand la naissance, l'héritage, les réseaux... Non, il parle de la condition dans laquelle se trouvent les gens. Or, la condition dans laquelle se trouvent les gens, c'est-à-dire la répartition sociale, elle n'a pas bougé depuis 40 ans. Elle est d'ailleurs inacceptable, mais elle n'a pas bougé. Il faut que les téléspectateurs savent qu'en ce moment, je suis en train de tout dégringoler. Micro tout de suite. Je parle avec les mains. Vous êtes passionné, donc le micro est tombé, mais on vous entend pas complètement. Donc il vaut mieux que je meuble, comme on dit, pendant qu'on vous réinstalle le micro. Mais effectivement, vous commentez. Je vais vous laisser commenter tout de suite ce que vous disiez, parce que les inégalités de destin, c'est-à-dire l'éducation, les réseaux, l'héritage, ça c'est quand même aussi fondamental. Des choses. L'éducation. On parle d'inégalité de destin. C'est pas moi qui ai choisi cette phrase en figurique pour parler de quoi? De la condition des gens. D'accord? C'est-à-dire la condition dans laquelle vous êtes au point de départ. Ouvrier, fils d'ouvrier, fils de cadre, fils, etc. Ou fille. Bon. Ce qui est clair, c'est que cette répartition-là, elle bouge pratiquement pas depuis 40 ans. Ce qui est un problème, en effet. Mais il faut pas tout mettre dans le même panier. Des choses qu'on veut changer. Par exemple, si vous changez la loi sur l'héritage, évidemment, vous changerez les destins de la génération suivante. Mais il y a deux choses qui sont inacceptables dans cette idée. C'est d'avoir dit que ce n'était pas une question de revenus. Si, Monsieur le Président, c'est une question de revenus, parce que les uns gagnent toujours plus et les autres toujours moins. Et la deuxième, qui est une vision extrêmement grande bourgeoise de la vie, qui consiste à dire sortir de sa condition. Si on parle des pauvres, on est bien d'accord, mais qui rend pauvre ? Qui crée la pauvreté? Sinon, l'inégalité du capital, des revenus du capital et du travail. Et puis j'ai enfin envie de vous dire, mais monsieur, non, il n'y a pas une idée de sortir de sa condition. Quand on est un ouvrier hautement qualifié ou une ouvrière hautement qualifiée, eh ben c'est un métier dont on a besoin. Là, il parlait des pauvres et le micro est retombé. Donc, on se retrouve dans un instant. On se retrouve, Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron, il a tiré le bilan de ces 1 an devant le Congrès. Et vous, votre bilan de 1 an, il n'y a pas eu de mai 68 bis, il n'y a pas eu de printemps social. L'exécutif a fait passer ses réformes, la SNCF, etc. Le bilan, vous êtes classé comme premier opposant, mais le bilan, il n'est pas formidable. J'ai fait mon travail et mon groupe avec moi. Il y a une opposition dans le pays. D'accord? Nous sommes minoritaires, on le constate. Il y a eu une lutte sociale, on s'y est impliqué corps et âme, mais nous ne la dirigions pas. Bon, voilà. Et il fallait qu'il y ait des voix pour résister dès la première minute. Parce que si on regarde le résultat au bout d'1 an, le rapport que je peux avoir avec les Français en tant que personne et ou leader politique est bien meilleur que celui que lui, le président de la République, qui a tous les pouvoirs, a au bout d'1 an. Et j'en prends le pari. Les choses vont s'aggraver pour lui. Parce que l'illusion de la jeunesse, de la modernité, est en train de se dégonfler et il ne reste plus que le visage grimaçant de l'homme qui fait les poches aux retraités, qui rend plus pauvres les pauvres, tout en disant le contraire. Et cette duplicité qui tue la politique, et le respect que les gens portent à la politique, monsieur Emmanuel Macron, qui en a été en quelque sorte le produit, c'est parce que la parole politique s'était dégradée qu'il a pu nous battre de 3 ou 4 points. Eh bien, cette maladie-là, il est en train de l'aggraver. Parce que vous, quand vous faites de la politique, vous faites pas on ne parle pas de duplicité, mais vous faites aussi de la politique, vous faites aussi des jeux politiques, non ? Non, j'ai pas l'impression. Enfin, je me bats, je dis ce que je pense. Enfin, on peut au moins me reconnaître ça. C'est pas toujours très confortable, mais pour finir, ça a été compris parce que on ne doit pas oublier que la France insoumise est l'autre phénomène de l'élection présidentielle. C'est son émergence. C'est le fait d'être passé du singulier, dont on m'accablait, au pluriel. C'est-à-dire, on est passé de Jean-Luc Mélenchon à 17 parlementaires. Bientôt, ils vont en arriver encore un bon paquet avec les élections européennes. Nous, on dira à nouveau, tiens, mais ces jeunes gens qui sont là, ces femmes, ces hommes, mais c'est incroyable, d'où sortent-ils? Ils sortent du peuple et ils sortent d'une action politique
opiniâtre pendant des années, j'en suis très fier. Donc moi je trouve que le bilan du combat est bon. Et je vais vous dire, vous allez voir bientôt que des choses que nous avons construites avec patience vont arriver à maturité. Vous avez vu que la division syndicale peut être surmontée. Vous avez vu que le cloisonnement entre le syndical et le politique... Il y a une grève de la SNCF au moment où il y a les comités d'entreprise, les colonies de vacances, tous les gens, comme vous les appelez, tous les Français partent en vacances. Oui, non, mais ça c'est votre appréciation. Non mais attendez, ça c'est... Attendez, mélangez pas tout. C'est un peu dur quand même. Ça c'est une appréciation que vous pouvez avoir sur un mouvement social. Je ne vous parle pas de ça, moi. Je vous dis ce qui a progressé dans la conscience de ceux qui aujourd'hui ont des responsabilités, aussi bien au niveau syndical qu'au niveau politique. Moi, j'avais mis tout mon pari sur le décloisonnement entre les forces syndicales, les forces politiques et associatives. Nous y sommes parvenus le 26 mai, et maintenant, je pense que ça va s'élargir. Et par conséquent, quand vous entendez autant de gens venir dire... Quelqu'un comme M. Main, qui est un économiste, un observateur, vous ne pouvez pas l'accuser d'être un bolchevique, ni même un ami de la France insoumise. Lui-même dit la même chose que moi, en disant « Continuez comme ça, et vous amenez le pays à une insurrection ». Il y aura dans ce pays d'abord une insurrection civique, je l'espère, citoyenne, à l'élection européenne, où les gens vont voter pour dire « Stop Macron ». Voilà ce qu'ils vont faire. Et puis il y aura des mouvements sociaux, parce que nous allons défendre le droit à la retraite par répartition comme une bataille essentielle, comme quelque chose qui concernerait notre propre personne. Jean-Luc Mélenchon, les européennes, justement, pour lesquelles vous voulez constituer une force de gauche, vous êtes allé voir Podemos, vous êtes allé au Portugal, vous essayez de rassembler un certain nombre de gens, je vais y revenir, mais si je regarde... Oui, je sais, mais vous allez continuer. Non, mais dites-le à ceux qui nous écoutent, c'est fait. Nous avons créé un mouvement européen qui s'appelle Maintenant le Peuple, dans lequel il y a Podemos, Bloco, un parti, le principal parti de notre gauche en Suède, la même chose au Danemark, et des discussions qui avancent. La Finlande aussi sont dedans, donc ça avance, c'est-à-dire vous allez avoir en Europe une alternative humaniste et écolo, c'est nous. Voilà. Et il manque juste, c'est pas mal, non? Il manque juste le grec Tsipras, qui vous a envoyé... C'est pas qu'il manque, c'est qu'on n'en veut pas. Un de ses compliments, qui dit « J'ai le sentiment que Jean-Luc Mélenchon n'avait pas envie de gouverner. Je me suis rendu compte qu'il ne saurait pas très bien quoi faire en cas de victoire. Ce n'est pas une position de gauche. Lorsque vous êtes de gauche, vous devez vous préparer au pouvoir avec un programme en faveur des plus faibles, en sachant prendre des positions difficiles. Je ne me contente pas de la posture du révolutionnaire. Ça y est, vous en avez encore combien de pages à lire? Mais moi, j'ai le droit de répondre là. Oui, d'accord. Parce que M. Tsipras est une des figures les plus minables de la vie politique européenne. Voilà un homme qui a été élu sur un programme de gauche radicale. Personne ne lui a écrit le programme, c'est lui qui l'a écrit. Il arrive au pouvoir, il négocie avec l'Europe. On lui propose un mémorandum inacceptable par rapport à sa politique. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait voter les Grecs. Les Grecs votent, on ne veut pas signer le mémorandum, et lui va et il signe. Ça s'appelle trahir sa parole. Quand il ose dire il n'était pas prêt à gouverner, comment il le sait? Il ne m'a pas parlé depuis qu'il est au pouvoir. Il a lu le programme L'avenir en commun? Non. Il dit c'est de la posture révolutionnaire. Lui, il dit faut aider les plus pauvres. Alors pourquoi a-t-il baissé les retraites? Pourquoi a-t-il vendu la propriété nationale? Pourquoi a-t-il ruiné son pays? Et moi, je ne veux pas qu'il y ait un seul Français qui croit que si je suis demain le responsable de ce pays, je ferai un Tsipras. J'appliquerai ma politique. Et c'est là que tout commence. Parce que j'appliquerai ma politique, je veux pouvoir le faire. Et donc, il faudra changer les traités européens, parce que la politique que nous proposons n'est pas compatible avec les traités européens. Au moins, je suis franc, je préviens à l'avance. Justement, la Grèce, elle est sortie de la situation difficile, elle a une année de croissance, une première année de croissance. Non, madame. Mais je sais que les Grecs ont beaucoup souffert. Les Grecs ont beaucoup souffert. Produit, la richesse du pays a diminué de plus de 25%. Le pays est dévasté. La dette est supérieure à ce qu'elle était quand la crise a commencé. Où voyez-vous que ça va mieux? Parce qu'ils ont le droit d'emprunter sur le marché financier mondial. Est-ce qu'on peut dire aux téléspectateurs que la crise grecque a rapporté 3 milliards au gouvernement allemand et 1,5 milliard aux Français? Vous trouvez ça normal? C'est ça l'entraide entre pays européens. Je te prête des sous, je te prends à la gorge, je t'oblige à tout vendre pour me rembourser. Jean-Luc Mélenchon, voilà aujourd'hui, dans les élections, les sondages pour les élections européennes, vous êtes 4e. Derrière La République En Marche, derrière le Rassemblement National Marine Le Pen, je vais me pendre. Derrière les Républicains. Aujourd'hui, c'est un sondage où vous êtes, c'est Sopra Steria, vous êtes à 13%, je crois, en 4e. 13%. Ah. Voilà. 4e position, Sopra Steria, Le Monde d'aujourd'hui. Parce que ça vaut pas la peine, il faut montrer où sont les autres. Les premiers sont la République En Marche et les deuxièmes... Non, la République En Marche est donnée à la présenter comme la liste de M. Bayrou et de M. Castaner. Attendons de voir si c'est bien la liste de M. Bayrou. Ils sont à 26. Ensuite, le Front National, 17. Ensuite,
les Républicains 15. Et ensuite, nous 13. Bon, ça se tient dans un mouchoir. Ouais. Bon, donc on va faire campagne. Attendez, la campagne n'a pas commencé. Mais la campagne aura lieu et nous allons convaincre. Est-ce que le problème, c'est que vous n'êtes pas un peu flou justement sur l'Europe? Moi, je vous cite quelques-uns des gens qui peut-être auraient pu... Si jamais je suis flou, vous aurez rectifié le tir, parce que ça fait 3 ans qu'on explique que je veux sortir de l'euro, sortir de l'Europe, que je veux adhérer à l'Alliance bolivarienne pour les Amériques plutôt que d'être à l'Union européenne. Je peux vous refiler toute la liste des bêtises qu'ont raconté vos confrères, et jusqu'en plein milieu de la campagne. Maintenant, peut-être qu'on va s'intéresser à ce que je dis vraiment. Alors justement, juste écoutons Emmanuel Macron et vous allez peut-être... Ah oui, parce que c'est lui qui préside, hein, je voudrais le rappeler, hein, c'est pas moi. Hein. Oui, il y a des fois, on pourrait penser que c'est moi, mais non, c'est lui. Vous êtes mon invité, je vous pose des questions, vous réagissez à Emmanuel Macron, mais vous répondez aussi à mes questions. On a le droit de faire de l'humour aussi. Mais oui, bien sûr. Écoutez. La frontière véritable qui traverse l'Europe est celle aujourd'hui qui sépare les progressistes des nationalistes. Et nous en avons pour au moins une décennie. Ce sera difficile, mais le combat est clairement posé. Il sera au cœur des enjeux de l'élection européenne de 2019, qui appartient à ces scrutins qui sont aussi des tournants. Est-ce que vous êtes nationaliste ou bien progressiste? Non, mais ça, c'est son classement à lui. Et c'est une manière de faire qui est extraordinairement perverse. Parce que ça revient à dire, ou vous êtes d'accord avec moi, ou bien vous êtes un ennemi abominable. Parce que dans sa bouche, nationaliste, c'est l'horreur absolue, etc. Bon, on comprend ce qu'il veut dire. Cette manière de faire est totalement inacceptable. Il devrait se demander pourquoi il y a une telle vague d'extrême droite dans toute l'Europe. Qui l'a créée? Les libéraux et les fachos, c'est les deux faces de la même médaille. Les libéraux font une politique qui détruit l'État social, les gens commencent à se détester entre eux, ne supportent plus les immigrés, ne supportent plus que quelqu'un vienne chez eux, et du coup, on a comme ça, à cause de la politique des libéraux, une poussée des fachos. Et lui, qu'est-ce qu'il nous annonce? Qu'il va continuer à faire ce qu'il a toujours fait. Et il le fait dans des... Il a un discours sur l'Europe qui est absolument incroyable. Il dit, nous ne voulons pas faire des camps qui je ne sais quoi. Il l'a signé. Et il dit, au contraire, nous voulons faire un budget de la zone euro comme on l'a accepté. Personne ne l'a accepté. Il ment, il en fume, il en tortille pour arriver à fabriquer un paysage qui soit à sa main. Alors ce n'est pas par ce bout-là qu'il faut prendre les choses. Vous êtes où sur l'Europe? Par exemple, si je lis ce que dit Benoît Hamon, il dit que vous jetez l'Europe, je cite, il dit qu'il ne faut pas répondre, enfin que ses amis ou lui disent, on ne répond pas à un nationalisme de droite par un nationalisme de gauche. C'est comme ça, vous êtes un nationaliste de gauche? Je ne peux rien pour Benoît Hamon, je crois que personne ne peut rien pour lui, donc qu'est-ce que vous voulez, pauvre homme? Je ne sais pas où j'ai mis la bouée de secours, je la lui jette dès que je la trouve. Bon, je lui ai proposé de dialoguer pour dire on arrête ce genre de comédie ridicule, parlons sérieusement du fond de ce qu'on propose. Je vais vous redire mon argument pour que vous l'entendiez. Mais d'abord, je vais vous dire une chose. Oui, je crois à la France. Et tant qu'à faire, si je préfère une Europe à la française qu'une Europe à l'allemande, pour reprendre le titre du journal Mediapart. Vous êtes pour une Europe française? Une Europe à la française, c'est-à-dire une Europe républicaine. Non, à la française. À la française, ça veut dire une Europe laïque. Ça veut dire une Europe où on protège les services publics au lieu de les détruire. Une Europe où on a le droit de créer un monopole, ce que est l'Europe. Le monopole, par exemple, de l'énergie, pour l'électricité, où on ne vend pas les barrages. Une Europe du monopole du transport, avec la SNCF. Oui, je crois à une forme d'Europe à la française. J'ai le droit quand même. Et dire ça, ça n'est pas faire preuve d'un nationalisme étroit et étriqué. Parce que les valeurs françaises sont des valeurs universelles. Ça s'appelle liberté, égalité, fraternité. Pas honneur et patrie ou je sais pas quoi, qu'il y a dans les autres pays, mon droit et mon roi et je sais pas quoi. Des choses qui valent pour tous les êtres humains. Je crois à ça. Mais le point de départ, donc c'est pour ça que je dis à Hamon, au lieu des petites phrases qui jettent du venin et du fiel pour ensuite permettre à Madame Elkrief de me regarder avec un sourire d'une oreille à l'autre en me disant, ben vous la mal parti, mon pauvre Mélenchon, vous avez un sac à dos rempli de pierres et d'épines. Bon, c'est ça que vous faites. Et je le comprends, parce qu'il l'a fait pour ça. Il y a un peu d'humour. Mais bien sûr, mais lui, il le fait pour ça, c'est pour vous en parler. C'est stupide. Mieux vaut prendre les choses par le point de départ. Benoît Hamon et tous les autres. Et tous les autres. Écoutez-moi. Si on applique notre programme, qui consiste à dire, on va faire un protectionnisme aux frontières de l'Europe,
protectionnisme solidaire négocié avec les autres pays. Si c'est ça que vous voulez, c'est-à-dire empêcher les marchandises d'arriver à n'importe quel prix, écologique et social, si vous voulez faire ça, si vous voulez harmoniser socialement le droit européen, si vous voulez harmoniser le droit social, si vous voulez appliquer une politique de relance des salaires, vous ne pouvez pas le faire dans le cadre des traités. Et si vous dites que vous pouvez le faire, alors vous mentez. C'est la raison pour laquelle il vaut mieux le dire avant. Nous appliquerons notre politique, plan A, on discute avec tous les autres, on leur dit, écoutez, bon, si ça vous plaît pas de faire ça chez vous, le faites pas. Mais nous, on veut le faire chez nous. Plan A, vous acceptez qu'on le fasse chez nous. Plan B, si on nous dit, bah écoutez, monsieur Mélenchon, vous avez eu une majorité dans votre pays, mais nous, on s'en fout, on veut pas. Comme a dit monsieur Juncker, il n'y a pas de démocratie possible en dehors des traités. Dit monsieur Juncker. Moi, je lui dis, c'est dans les traités qu'il n'y a pas de démocratie possible, parce qu'on peut rien revoir. Dans ce cas-là, je dis plan B. Donc vous sortez. Quels sont plan B, on sort. Regardez comme vous êtes ça. simpliste. Non, je vous pose la question. Bon, quand on a une dispute, on n'est pas obligé de se tuer. Bon, donc on leur dira, nous, plan B, nous désobéissons. C'est la thèse de l'économie Jacques Généreux qui continue à être notre inspirateur. Nous désobéissons, plan B, et nous voyons avec les autres pays qui sont d'accord avec nous pour faire pareil. Et donc, nous augmentons le niveau de nos coopérations avec eux. Voilà, nous n'accepterons plus cette forme d'Europe-là, nous n'en voulons pas. Et nous devons aller au bout de notre raisonnement. Et maintenant, j'attends de voir ce beau parleur de Macron-là, qui fait son numéro l'Europe que, etc. Pour l'instant, tout ce qu'il a mis sur la table, c'est les idées de François Hollande. Un parlement de la zone euro, on ne sait pas pourquoi faire, il y en a déjà un. Un budget de la zone euro, on ne sait pas pourquoi, il y a déjà un budget. Et un gouvernement économique, on aimerait bien savoir qui va diriger. Plus intégré, avec des cercles concentriques, avec peut-être plus de pays. Mais vous avez raison. C'est ce que vous dites. Non, mais une Europe plus intégrée sur une base économique libérale, c'est justement ce dont je ne veux pas. Voilà, mais vous êtes pour une Europe intégrée sur une base économique de gauche, plus à gauche, mais c'est aussi avec un certain nombre de pays. Et puis moi, je ne suis pas pour qu'on s'étende n'importe où. Je pense que la Russie est un pays européen, il faut les mettre avec nous. Je vois pourquoi on prend l'Ukraine et on ne prendrait pas la Russie. C'est-à-dire, attendez. C'est-à-dire je trouve anormal qu'on considère les Russes comme des ennemis, alors que ce sont des partenaires et alors que c'est une nation européenne. Mais donc vous voulez les faire entrer dans l'Union européenne ? L'Union européenne, on l'aura tellement changé que vous appelez ça comme vous voulez. La Russie a sa place dans l'Europe. Voilà ma thèse. Voilà. De même que je dis qu'il y en a marre de regarder avec fascination l'Est, en pensant que la Russie est notre ennemi, et personne ne regarde la Méditerranée. Pourtant, nous vivons avec des Méditerranéens de toute la façade. Justement, vous êtes d'accord pour dire que c'est fou de voir ça ? Un mot sur les migrants et sur les situations. Pourquoi vous dites les migrants ? Parce que je vous parle de Méditerranée. Oui, parce qu'ils viennent de la Méditerranée, ils traversent la Méditerranée. Excusez-moi, là-dessus. Oui, c'est vrai. Vous dites tout faire pour Mais moi, je vous parlais des pays de la Méditerranée. J'ai très bien compris. C'est-à-dire compris. Tunisie, Algérie, Maroc. Le Maghreb. Voilà, le Maghreb. Que je connais bien. Tout faire pour que les gens ne partent pas de chez eux et quand ils sont là, s'en occuper dignement. Voilà votre théorie. Je suis sûre que si Macron écoute cette phrase, Emmanuel Macron, il est d'accord, parce que c'est un peu ce qu'il a dit. Et tant mieux. Alors qu'est-ce que ça veut dire de votre côté ? Est-ce que ça veut dire qu'il faut accueillir tout le monde ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre les réfugiés et les migrants économiques ? Et est-ce que vous auriez accueilli à Marseille l'Aquarius ? Oui. Alors, oui, je le dis franchement. Oui, je l'aurais accueilli. Et je veux quand même... C'est la phrase que vous venez de relire, c'est celle que je tiens depuis 3 ans. Ça fait 3 ans, d'abord qu'on m'a traité de suppôt, de soutien de tous les dictateurs, parce que je refusais qu'on fasse la guerre. Ensuite, j'ai tout entendu. Mais la vérité reste celle-là. Quand je vous dis que les partenariats économiques que l'Union européenne organise avec tous les pays d'Afrique sont des partenariats qui ruinent ces pays, je vous l'ai dit sur tous les tons, et il continue. Et M. Macron, qui paraît-il est d'accord avec vous, avec moi selon vous, continue à dire la même chose. C'est-à-dire, les jeunes n'ont pas d'avenir, donc ce qu'il leur faut, c'est un bon coup de libéralisme. Ben non, il leur faut au contraire du protectionnisme solidaire, où on discute avec eux ce qu'ils savent faire, ce que nous on sait faire, comment on peut échanger entre nous. Pas les méthodes où tout le monde enlève ses droits de douane, et par conséquent on détruit les économies, et surtout les agricultures vivrières de ces pays. Donc la protectionnisme donc de ces pays, et de nous Européens, et de nous Français. Mais bien sûr, écoutez-moi. Ou bien vous faites le libre-échange, qui est le cas aujourd'hui, ou bien vous faites de la coopération. Donc on fait du Trumpisme à l'européenne. Non, parce que le Trumpisme, c'est pas pareil. Le Trumpisme, c'est une puissance arrogante qui décide toute seule d'augmenter des droits de douane sur un certain nombre de produits parce que ça l'arrange. Il parle avec personne et il rentre dans l'art à tout le monde. Bon, moi, c'est pas ça que je dis. Je dis, par exemple, que dans la discussion avec les Chinois, on va les voir, on leur dit, écoutez, c'est pas normal. Vous amenez vos panneaux de photovoltaïques qui a un besoin aujourd'hui. Vous les amenez à des prix défiant toute concurrence. Vous prétendez amener de l'acier à des prix défiant toute concurrence. Vous allez tuer nos industries. Ce n'est pas normal en
connaît déjà le discours de la France aujourd'hui. Simplement, comme il y a 28 autour de la table, eh bien, il faut s'arranger avec eux. Et donc, alors vous ne vous arrangeriez pas, c'est cela? Je pense que je serais plus convaincant. Parce que moi, je ne suis pas le petit garçon qui a été M. Hollande ou M. Macron, qui va voir Mme Merkel. Mais vous seriez peut-être tout seul aussi. Vous nous resteriez verrons, peut-être vous n'en tout savez seul. rien, Non, personne n'a jamais essayé. Vous resteriez peut-être tout seul. Personne n'a essayé. J'entends des fois, par exemple, sur la laïcité, apparemment tout le monde a l'air de s'en foutre dès qu'on arrive au niveau européen. Hein. Bon, moi je pose une question. Quand, une seule fois, un seul Français a-t-il proposé que les textes européens garantissent la laïcité? Je vous réponds, jamais. Là, quand une seule fois un Français est-il venu tenir tête à Mme Merkel pour lui dire, écoutez Madame, ce que vous faites, on comprend, ça intéresse les retraités allemands, vous avez un euro très fort, parce que comme ça vous pouvez acheter tout ce que vous voulez, vous avez des salaires bas, comme ça vous avez beaucoup de dividendes, faites-le chez vous, mais pas chez nous. Nous ne voulons pas d'une politique à l'allemande en France parce que nous n'avons pas le même peuple. Nous sommes plus jeunes, plus nombreux. Est-ce que vous auriez dit à Angela Merkel qu'elle a pris 1 million de migrants sans en avertir et sans discuter avec les autres, Européens? C'est pas des méthodes. C'est pas des méthodes. Alors qu'elle a été complimentée en France. Mais les compliments, ça n'engage que ceux qui les font. Hein, pas ceux à gauche, qui en tout cas, elle a été complimentée. Non, écoutez, ce n'est pas sérieux de commencer comme ça. D'abord, 1 million de personnes, j'attends de voir, ils en avaient besoin. Ça, c'est la grande hypocrisie. On dit aux gens, tout le monde sort les mouchoirs, et c'est à qui va être le plus humain dans cette histoire. C'est pas vrai. L'Allemagne a un déficit terrible de main-d'œuvre qualifiée, et ils ont pris les gens qui arrivaient pour les utiliser. Mais vous ne les prendriez pas? Mais moi, je ne vois pas les choses comme ça. Moi, je prendrais des dispositions et je convaincrais non seulement nos partenaires européens, mais nos partenaires africains. Ici, il n'y a pas une laisse. Non, mais il n'y a pas une laisse qui dit c'est Madame... Tout le monde dit ça à chaque fois. Chaque fois qu'il arrive au pouvoir, il dit je vais m'arranger avec les pays africains, je vais faire en sorte qu'ils qu'ils ne partent pas. Et personne n'y parvient. Non, Madame Elkrief. Ce que vous dites ne correspond pas aux faits. Tout le monde ne dit pas ça. Alors, nous avons entendu des dizaines de fois dire seulement l'Europe souveraine donc pas d'ouverture totale des frontières françaises. Mais ça n'a pas de sens. L'ouverture totale. Depuis que je milite, j'ai toujours dit que j'étais pas pour la liberté d'installation. Je suis un Jaurésien. Jean Jaurès, il explique ça à longueur de texte. Attention, on utilise les malheureux des autres pays pour maintenir dans leur malheur ceux d'ici. Mais je ne me contente pas je ne dis pas, moi, à bas les étrangers. Je dis, comprenez comment tout ça marche. Essayons de le régler ensemble. Deux questions pour finir. Donc, que les gens puissent rester chez eux, vivre heureux chez eux. Et quand ils s'en vont, comme c'est le cas aujourd'hui, en bonne partie à cause de nous, c'est nous qui sommes les responsables de leur malheur, alors on les traite humainement. Vous dites, M. Macron a dit pareil, pardon, Madame Elkrief, je ne suis pas d'accord avec vous. Il vient de faire voter une loi sur l'immigration qui prévoit, pour les réfugiés économiques, qu'on puisse les séquestrer. Vous appelez ça des réfugiés économiques, vous? Écoutez, les réfugiés, quels qu'ils soient, il faut d'abord les trier, si vous voulez bien. Oui, bon, d'accord. Mais enfin, quand ils arrivent, ils se proposent de les mettre dans des camps pendant 95 jours. Enfants compris. Sur la terre entière, on ne fait pas ça aux enfants. Sauf en France et chez M. Trump. Et attendez, écoutez-moi, parce que l'émission va se finir. Non. Bon, allez, j'ai une petite question. Le gars vient de dire aujourd'hui le contraire. Ça vous paraît pas... Non, mais si, j'ai entendu. Vous l'avez entendu, mais nos téléspectateurs, ils l'ont pas entendu. M. Macron vous a menti tout à l'heure. Heureusement que je suis là pour le dire. Marine Le Pen a aujourd'hui dénoncé un véritable attentat contre ce parti après la décision de deux juges de saisir 2 millions d'euros de dette publique qui devait toucher son parti. Et elle a fait un appel aux dons et elle a dit, si demain la France insoumise était dans la situation dans laquelle nous sommes, eh bien moi je viendrais les soutenir. Et vous les soutiendrez? Eh bien, écoutez, je comprends qu'elle se préoccupe du cas de la France insoumise, parce que cette dame-là vient de faire elle est arrosée parce qu'elle est elle-même arroseur. Quand elle s'est fait mettre en cause, au lieu de se défendre, elle a envoyé la Madame Dumontel, qui est un peu perchée, dénoncer le fait que nous en aurions fait autant, ce qui est complètement faux. Donc, Madame Le Pen est directement responsable d'avoir elle-même mis en route contre nous ce dont elle se plaint aujourd'hui contre elle. Alors, je crains de devoir la laisser pleurer toute seule. Quoi que je dise, qu'il n'est pas juste qu'on frappe des gens avant qu'ils soient condamnés. Ouais. C'est une procédure tout à fait inouïe. Et ça, en effet, elle a raison. Mais je ne vais pas lui donner un bonus, alors que c'est elle qui essaye de créer les mêmes emmerdements aux autres. Dernier mot, le foot, parce que maintenant vous ne jouerez plus que par le foot, après avoir dénoncé les joueurs milliardaires, etc. Le foot, vous détestiez tout. Qu'est-ce que vous êtes confuse? Maintenant que vous êtes un tout petit peu plus marseillais, le foot, vous ne jurez plus que ça. Il y a des tweets partout. Bah si. Est-ce que vous allez faire un tweet sur la Belgique? Non, mais attendez, avec vous, c'est ça qui est terrible. Non, je dénonce toujours l'argent dans le foot. Je le dénonce toujours comme je l'ai dénoncé. Je continue à dire qu'il n'est pas normal que l'on soit payé d'une manière aussi extravagante pour une activité qui a sa noblesse et sa culture. Je continuerai à le dire. Ça n'a rien changé à moi. Ce qui a changé, c'est que je suis allé au stade Vélodrome
et que j'ai vu l'OM. Alors, quand vous voyez l'OM, vous n'êtes plus le même après. Voilà, mais je ne suis pas un spécialiste du foot. J'ai fait un tweet pour dire à quel point ça m'avait fait plaisir de voir l'équipe La Mannschaft perdre. En souvenir, j'espère qu'on a retrouvé les dents de Battiston et ses côtes cassées, parce que j'ai quand même un peu de culture. En fait, en gros, quand même, le foot ou le sport, c'est pour éviter la guerre. Vous avez remis un peu de guerre, quand même. Mais non, je remets justement... le foot est un exutoire, c'est comme l'Assemblée nationale. On règle avec des mots ce qu'on réglait avant un coup de bâton. Ben là, on règle avec le football, Avec les on réglait avec des Belges, guerres. les Belges, qu'est-ce qui va se passer? Ah, mais les Belges, c'est pas pareil. Les Belges, c'est un peu nous, quoi. Vous voyez, là, je pense que toute la France est mal. Mais bon, alors, comme on est français, on soutient notre équipe. Ceux que ça intéresse, hein, parce que il y en a aussi beaucoup dans ce pays, quand on part dessus la tête et qu'on cule hâte, c'est que la coupe s'arrête. Bon, on les comprend aussi, hein. Faut y penser. Merci. Mais les Belges, évidemment, il y a les Wallons qui sont vraiment très proches de nous, quoi. Puis c'est eux qui jouent le mieux au foot, d'après ce qu'on m'a dit. Merci d'être venu sur notre